Ce matin, donc, l'actualité géopolitique et économique fait bouger les lignes mondiales. En Ukraine, les négociations pour un cessez-le-feu progressent, avec l'idée d'une force multinationale européenne et d'une armée ukrainienne de 800 000 hommes pour dissuader Moscou. En Asie, la Chine continue de ralentir. Les ventes au détail n'ont pris que 1,3% en novembre, soit un plus bas depuis 2022, tandis que l'Inde, elle, accélère ses exportations de 19% vers les États-Unis, réduisant ainsi son déficit commercial. Sur les marchés financiers, le Nasdaq vise une ouverture 24 heures sur 24. SpaceX prépare un IPO record à 1500 milliards de dollars et Ford ralentit sur le tout électrique pour se recentrer sur les thermiques rentables, une facture qui va coûter, tenez-vous bien, 19,5 milliards de dollars. Après plus de 3 ans de guerre, l'Ukraine recompose sa stratégie vis-à-vis de la Russie et de ses alliés occidentaux. L'abandon, même partiel, de l'objectif d'adhésion à l'OTAN marque une rupture majeure. C'est un symbole de l'enlisement militaire et des limites de la solidarité euro-atlantique. Depuis 2014, l'entrée dans l'Alliance était perçue à Kiev comme la garantie ultime contre Moscou, mais l'unanimité requise entre alliés et la crainte d'une escalade directe rendent cette perspective inatteignable à moyen terme. Face à ce verrou, l'Ukraine mise désormais sur un système de garantie plus fragmenté, traités bilatéraux avec Washington, accords renforcés avec les grandes puissances européennes et soutien capacitaire du G7 et de partenaires asiatiques. Les pourparlers récents à Berlin illustrent cette bascule. Washington et l'Europe envisagent désormais une force multinationale sous commandement européen, le maintien d'une armée ukrainienne de 800 000 hommes et des mécanismes de sécurité inspirés de l'article 5 de l'OTAN. Objectif, dissuader Moscou et stabiliser le front sans provoquer de confrontation directe. Les divergences demeurent cependant profondes. Le Kremlin rejette tout déploiement de troupes étrangères et refuse de discuter du sort des territoires occupés. Kiev, de son côté, repousse la proposition de zones économiques franches sous contrôle partiel, réaffirmant qu'aucune concession territoriale n'est envisageable. Cette diplomatie de navette souligne les contradictions occidentales, afficher un soutien inconditionnel tout en redoutant l'escalade. Pour Kiev, le renoncement à l'OTAN n'équivaut pas à une capitulation, mais à une adaptation stratégique, c'est-à-dire passer d'une logique de victoire totale à une doctrine de résilience visant à rendre toutes nouvelles offensives russes durablement dissuasives. Pour Moscou, c'est un succès symbolique plus que stratégique qui ne garantit ni levée des sanctions ni issue politique durable. L'économie chinoise a nettement ralenti en novembre, symptôme d'une demande intérieure toujours déprimée et de déséquilibre de plus en plus visible dans le modèle de croissance. Selon les données officielles, la consommation s'essouffle, les ventes au détail n'ont progressé que de 1,3% sur un an, soit leur plus bas niveau depuis 2022, après 2,9% en octobre. Avant la pandémie, je vous le rappelle, qu'elles avançaient à un rythme supérieur à 7%. Quant à la production industrielle, ressortie à plus 4,8%. Elle se montre donc plus solide, mais reste en deçà des performances de l'exercice 2023. Sur les 11 premiers mois de l'année, les investissements en actifs fixes reculent de 2,6%, confirmant la perte de vitesse du cycle industriel. Le secteur immobilier chinois demeure le principal foyer de vulnérabilité. L'investissement y plonge de 15,9% depuis janvier et les prix résidentiels baissent de 2,8% dans les 70 principales villes chinoises. Si le chômage urbain reste stable à 5,1%, le marché du travail des jeunes continue de se dégrader, signe d'une précarité structurelle. À contre-courant, cependant, le commerce extérieur reste un moteur décisif. Je vous rappelle que l'excédent commercial a dépassé les 1000 milliards de dollars sur les 11 premiers mois de l'exercice, profitant de la force des exportations technologiques. Mais cette dynamique masque des tensions déflationnistes persistantes. Les prix à la production sont en recul depuis plus de 3 ans, traduisant une faiblesse prolongée de la demande interne. Le FMI juge ce modèle de croissance, je le cite, peu soutenable à long terme et appelle Pékin à réorienter son économie vers la consommation des ménages. Le gouvernement chinois promet une inflexion à partir de 2026, mais les priorités industrielles et technologiques continuent de prendre le pas sur la relance domestique. Les exportations indiennes ont connu une forte accélération en novembre, en hausse de 19% en glissement annuel à 38,13 milliards de dollars, porté par la reprise des échanges avec les États-Unis. Ce rebond
a permis un net redressement de la balance commerciale. Le déficit s'est réduit à 24,5 milliards de dollars contre un record de 41,7 milliards de dollars en octobre et 32 milliards attendus par le marché. Les ventes indiennes vers les États-Unis ont bondi de 22,6% à 6,7 milliards de dollars après 2 mois de repli. Dans l'ensemble, les exportations de biens et de services progressent de 15,5%. L'élan repose sur l'électronique, les produits d'ingénierie, les bijoux, les pierres précieuses ainsi que sur le textile, pilier traditionnel des exportations indiennes. Cette performance intervient dans un contexte commercial pourtant contraint puisque depuis août, Washington impose des droits cumulés de 50% sur certaines importations indiennes, parmi donc les plus élevés en vigueur. Mais malgré ces barrières, l'Inde affiche une hausse de ses exportations vers 14 de ses 20 principaux partenaires, illustrant une diversification accrue de ses débouchés. En parallèle, New Delhi s'efforce d'équilibrer sa relation commerciale avec Washington en augmentant ses achats de pétrole, de gaz et de produits agricoles américains. Ces négociations bilatérales, toujours ouvertes, je vous le rappelle, pourraient déboucher sur un assouplissement tarifaire et renforcer la coopération économique entre les deux pays. Le Nasdaq, l'une des plus grandes bourses mondiales, s'apprête à franchir une étape décisive et majeure. Déposer lundi prochain auprès de la SEC, le gendarme boursier américain, une demande pour instaurer une négociation continue des actions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette initiative répond à une demande croissante des investisseurs étrangers puisque l'an dernier, les avoirs étrangers en actions américaines ont atteint 17 000 milliards de dollars, soit près des 2/3 de la capitalisation mondiale. Actuellement, le Nasdaq fonctionne sur 3 séances quotidiennes, mais à partir de mai 2026, il prévoit 2 périodes. Une séance de jour allant de 4 heures du matin à 20 heures et une séance nocturne de 21 heures à 4 heures du matin. Ce dispositif, combiné à une modernisation du système de compensation, vise à permettre aux investisseurs internationaux de réagir immédiatement aux événements mondiaux. Toutefois, cette évolution comporte des risques. Les volumes nocturnes sont généralement faibles et les grandes banques de Wall Street alertent sur une possible hausse de la volatilité et une baisse de liquidité. De plus, elle soulève des questions sur l'impact sur les rendements et la régulation. Mais pour le Nasdaq, l'enjeu stratégique, c'est-à-dire conserver sa position dominante face aux plateformes alternatives et attirer les capitaux internationaux. Selon Chuck Mark, vice-président du Nasdaq, il s'agit de mondialiser le marché. Les investisseurs du monde entier veulent accéder à cet immense marché selon leur fuseau horaire, a-t-il dit, et cette transition pourrait ainsi transformer durablement la bourse américaine et sa place centrale dans la finance mondiale. SpaceX se prépare à une introduction en bourse qui pourrait établir un nouveau record mondial avec une valorisation visée autour de 1 500 milliards de dollars, soit au niveau voire au-dessus de celle affichée par Saudi Aramco lors de son IPO en 2019. Je vous rappelle qu'à l'époque, Saudi Aramco avait été valorisé 1 700 milliards de dollars. Une telle opération ferait de SpaceX une référence absolue pour l'ensemble de l'industrie spatiale cotée et non cotée. Les premiers gagnants seraient les investisseurs déjà présents au capital, notamment les grands fonds et gérants de croissance pour qui l'IPO offrirait à la fois une fenêtre de liquidité et la possibilité de rester exposé à long terme à un actif technologique rare au croisement du spatial, du lancement et des télécommunications via Starlink, du fait d'un flottant probablement limité et d'une demande institutionnelle massive. La pression acheteuse pourrait être particulièrement forte au cours des premières séances de cotation. Cette introduction en bourse aurait aussi un effet d'ancrage sur les valorisations du secteur en revalorisant par ricochet les acteurs déjà cotés comme Rocket Lab, Planet Labs ou bien encore Intuitive Machines qui apparaissent aujourd'hui comme des proxys boursiers du New Space en l'absence de SpaceX sur le marché. Une IPO réussie pourrait attirer également de nouveaux flux vers les ETF thématiques et les small et mid cap du spatial, un segment encore considéré comme sous-représenté dans les portefeuilles globaux. Enfin, l'opération constituerait un jackpot pour les banques de Wall Street mandatées sur le deal avec des commissions de souscription potentiellement records au regard d'un montant levé estimé à plus de 30 milliards de dollars. Au-delà des fees, ce serait un mandat stratégique renforçant le positionnement des établissements impliqués sur les grandes opérations de la tech et de la New Space Economy. Enfin, Ford
a annoncé un net ralentissement de sa stratégie dans les véhicules électriques avec une charge exceptionnelle de 19,5 milliards de dollars concentrée sur le trimestre en cours. Hors impact comptable, le constructeur profite de la solidité de ses pick-up et SUV thermiques et relève son objectif de résultat opérationnel annuel à 7 milliards de dollars. Cette révision s'accompagne de la mise en suspens du F-150 Lightning. La production de la version actuelle a été, je vous le rappelle, arrêtée en novembre sans calendrier de reprise communiqué depuis. Et malgré une hausse de 30% des ventes de véhicules électriques au troisième trimestre, celle-ci ne représente, tenez-vous bien, que 30 600 unités, soit moins de 6% des ventes américaines, une progression largement dopée par l'anticipation de la fin du crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars. Et dans un contexte réglementaire donc moins favorable et de normalisation de la demande, Ford prévoit de redéployer une partie de ses capacités de batterie vers les infrastructures énergétiques et les centres de données. Le groupe assume ainsi un recentrage pragmatique sur les segments les plus rentables au détriment d'une montée en puissance rapide de l'électrique. Regardons désormais ce à quoi les investisseurs vont être attentifs aujourd'hui. Et écoutez, aujourd'hui, une salve d'indicateurs d'activité et d'indicateurs de l'emploi, puisque dans quelques instants, ce sont les PMI manufacturiers et des services pour la France, les premières estimations qui seront publiées. On attend également, dans un peu moins de 25 minutes, le PMI manufacturier pour l'Allemagne. Mais surtout, à 14h30, c'est le grand retour des données étatiques sur l'emploi américain, puisque sera publié à 14h30 les données sur le salaire horaire moyen pour le mois de novembre, le nombre de créations d'emplois dans le secteur agricole pour le mois de novembre, le taux de chômage pour le mois de novembre. Donc tout ceci, écoutez, les investisseurs applaudissent, il est probable, et on le verra malheureusement pas parce qu'on n'a pas de chronocac aujourd'hui, mais très certainement que l'ensemble des places financières européennes devraient ouvrir dans je dirais, une forme d'incertitude, de prudence en attendant la publication de ces indicateurs particulièrement attendus. Et puis, dans le cours de l'après-midi, toujours à 14h30, seront publiées les ventes au détail pour le mois d'octobre. Et puis, on finira à 15h45 avec les PMI dans les services et dans le secteur manufacturier pour les États-Unis. Donc voilà, la planète finance soulage, un ouf de soulagement. Les indicateurs macroéconomiques étatiques américains reviennent sur le devant de la table. Et je vous rappelle aujourd'hui également que cette semaine, la BOE, la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon et la BCE vont dévoiler leur décision de stratégie de politique monétaire. Donc voilà, une semaine extrêmement chargée, extrêmement dense. Et c'est pour ça que les investisseurs, écoutez, à quelques encablures de la fin de l'exercice 2025, devraient se montrer particulièrement prudents. Regardons maintenant ce qui s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les marchés ont démarré la semaine dans le vert, portés par l'anticipation des décisions des banques centrales et la publication de données économiques retardées par le shutdown américain. Cette semaine, je vous rappelle, les investisseurs surveilleront donc la Banque du Japon qui a attendu à 0,75 et la Banque d'Angleterre qui pourrait baisser son principal taux directeur à 3,75%, tandis que la BCE et les banques centrales nordiques devraient continuer sur leur statu quo. Les données américaines sur l'emploi et l'inflation donneront par ailleurs des indications sur la santé de l'économie outre-Atlantique. Et dans cette attente, Paris, hier, a gagné 0,7% à 8124 points, tandis que Francfort a progressé de 0,3% et le FTSE de 1,6%. L'Eurostoxx 50 a pris 0,66%. À Wall Street, les principaux indices actions ont terminé en légère baisse hier dans l'attente du rapport sur l'emploi américain et face à la désaffection pour certaines valeurs technologiques liées à l'intelligence artificielle. Oracle et Broadcom ont reculé après avoir publié des résultats jugés décevants, reflétant le scepticisme sur la rentabilité à court terme des investissements dans l'IA. iRobot a chuté de plus de 72% hier après son dépôt de bilan, tandis que Zillow et Redfin ont été affectés par la concurrence de Google. Quant aux ventes de détail en Chine, qui ont, je vous le rappelle, on l'a vu tout à l'heure, marqué un plus bas depuis 3 ans, elles ont pesé sur les cours d'Alibaba, Pinduoduo et Baidu. Mardi, donc aujourd'hui, le marché surveillera, comme on l'a vu il y a un instant, le marché de l'emploi et l'inflation aux États-Unis un peu plus tard. Dans ce contexte, le Dow Jones a cédé 0,09%, le Nasdaq a cédé 0,59% et le S&P 500 a lui reculé de 0,5%.
0,16%. Enfin, sur le marché pétrolier, les cours ont poursuivi leur recul hier, minés par les perspectives d'un excédent et les négociations de paix entre Russie et Ukraine. Volodymyr Zelensky s'est félicité, je le cite, des progrès avec les États-Unis, tandis que l'Europe propose, comme on l'a vu, une force multinationale pour sécuriser l'Ukraine. Un accord fragile pourrait rouvrir l'accès des barils russes au marché, accentuant encore plus la baisse observée depuis déjà quelques semaines. Par ailleurs, l'AIE note un excédent d'offres persistant et des stocks mondiaux au plus haut depuis 4 ans, conséquence directe des hausses de quotas de l'OPEP+. Et selon les analyses, ce pétrole bon marché agit comme un stimulant pour l'économie mondiale et pourrait soutenir la demande à moyen terme. Et dans cet environnement, bien, le prix du baril de Brent pour livraison février a perdu 0,92% hier à 60,56 $. C'est un plus bas depuis mai dernier. Quant à son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison janvier, il a lui reculé de 1,08%, atteignant un niveau plus vu depuis février 2021. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 16 décembre 2025. Et juste après, comme convenu, eh bien, nous retrouverons les Market Movers de Guillaume Lydie. À tout de suite sur Téléfinance.